Donc, le premier constat, c'est qu'en fait, la consommation dans l'espace public et l'existence de scènes ouvertes en France, et en particulier à Paris, n'est pas nouvelle, contrairement à ce que les médias veulent parfois nous faire croire. Donc, on a à Paris des scènes ouvertes de consommation de crack qui existent depuis les années 90, en particulier dans le nord-est parisien. On a eu également dans les années 80 des scènes ouvertes d'héroïne et d'injection, comme ça a pu être le cas également en Suisse. Mais par contre, on n'a pas mis en place les mêmes réponses que la Suisse, puisque la Suisse, dès 1986, pour faire face à ces scènes ouvertes, a pensé une politique de santé publique axée sur les salles de consommation à moindre risque, les salles d'injection, alors qu'en France, c'est plutôt la répression qui a été la réponse accordée à cette question des scènes ouvertes. Et donc, en fait, cette approche répressive, elle a contribué à disséminer ces scènes ouvertes et donc à faire qu'on en a de plus en plus des petites scènes ouvertes dans l'ensemble de Paris. On en a maintenant également dans d'autres villes françaises en région. Et elles ne font que disperser les usagers, les stigmatiser, les amener à se cacher pour consommer. Et donc, cette réponse qui est trop centrée sur la répression, en fait, elle va être délétère à la fois pour les usagers qui vont prendre plus de risques en consommant dans l'espace public, en se cachant, en essayant de consommer rapidement et donc en ne pouvant pas mettre en place les gestes de réduction des risques. Elle va stigmatiser les consommateurs et donc les éloigner des soins puisqu'ils vont avoir honte de consommer en lien avec la répression et ça va produire de l'autostigmatisation et il y a également des effets délétères pour les riverains qui vont être amenés à être confrontés à des scènes d'injection, par exemple, dans l'espace public, qui peuvent être difficiles à vivre également pour eux. Et donc, en France, voilà, on a mis 30 ans de retard, en fait, pour mettre en place des salles de consommation à moindre risque. Nous n'en avons que 2, une à Paris, une à Strasbourg. Elles ont été mises en place uniquement en 2016 et elles ont toujours un statut expérimental. Et on a beaucoup de mal, malgré les évaluations scientifiques qui ont montré l'intérêt de ces salles pour pacifier l'espace public et pour améliorer la situation sanitaire des usagers, on a beaucoup de mal à les disséminer en raison de réticences politiques principalement et d'une instrumentalisation politique de cette question-là. Donc ça, c'est première grande partie de la réponse. Deuxième élément, c'est ce qu'on voit sur les scènes ouvertes, c'est également une précarisation des publics de plus en plus pauvres, qui n'ont plus rien, en lien aussi avec des personnes qui ont parfois des longs parcours de migration, qui n'ont pas de papier et qui ont des difficultés pour travailler ou pour trouver un hébergement et qui se retrouvent à être dans la rue et qui parfois vont être amenés à consommer en arrivant en France parce que la vie à la rue est tellement difficile que la consommation est un moyen de supporter cette dureté de la vie à la rue. Alors, ce que la réduction des risques apporte, c'est d'abord une amélioration de la situation sanitaire. Donc, la réduction des risques en France a été mise en place à partir de 1987, un peu tardivement, mais dans le cadre de l'urgence de l'épidémie de sida. Et donc, en fait, elle a permis de limiter la transmission du VIH, mais pendant plusieurs années, pendant 3 ans, entre la découverte du VIH et le moment où les seringues ont été mises en vente libre, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été contaminées en raison de l'inaction des pouvoirs publics et des représentations sociales du phénomène drogue qui faisait que les politiques français étaient tellement imprégnés de l'approche prohibitionniste que c'était très difficile pour eux d'envisager l'accessibilité aux seringues, donc avec un défaut d'approche en matière de santé publique. L'épidémie de sida a eu des conséquences désastreuses et a entraîné vraiment une hécatombe. Mais par contre, elle a eu le mérite, en tout cas, de rendre ces politiques nécessaires et de montrer qu'elles étaient nécessaires grâce aux évaluations qui ont pu être faites de cette politique et qui montrent que ça permet la politique de réduction des risques de faire diminuer le VIH, l'hépatite, également de prévenir les overdoses, donc les conséquences sanitaires. Mais
qu'a montré également l'évaluation d'un des aspects de la réduction des risques, qui sont les salles de consommation à moindre risque que nous avons évaluées avec notre équipe entre 2016 et 2021 en France, c'est qu'en fait, ces salles de consommation à moindre risque permettaient de pacifier également l'espace public en diminuant le nombre de consommations dans l'espace public. C'est-à-dire que toutes les injections qui sont réalisées dans une salle de consommation à moindre risque ne sont pas réalisées dans l'espace public. Donc ça contribue à améliorer la situation des usagers, également à pacifier l'espace public pour les riverains. Mais aujourd'hui, en France, en Europe, mais également aux États-Unis, la réduction des risques est attaquée. Elle est remise en question. Il y a des salles qui ferment actuellement au Canada en raison de positions très conservatrices qui tendent à considérer à tort que ces salles de consommation à moindre risque vont pousser les personnes à consommer, alors qu'en fait, c'est une erreur. Les personnes consommaient avant et c'est parce qu'elles consomment qu'elles vont aller dans une salle de consommation à moindre risque pour améliorer leur situation sanitaire. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser la réduction des risques de manière plus globale, en lien direct avec le soin, avec les approches en termes de rétablissement. Et c'est parce que les personnes vont pouvoir accéder à des salles de consommation à moindre risque qu'ensuite, elles vont pouvoir se soigner et se rétablir. Parce que pour pouvoir se soigner et se rétablir, il faut d'abord ne pas mourir. Et c'est la réduction des risques qui leur permet de ne pas mourir. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à cette étape et ensuite donner la possibilité aux personnes qui le souhaitent d'avoir accès aux soins, de pouvoir se rétablir en régulant leur consommation, voire en l'arrêtant si elles le souhaitent. Et puis aussi envisager des politiques plus globales d'hébergement, puisque la question des scènes ouvertes, elle est liée aussi à la précarité sociale. Et si les personnes consomment dans la rue, ce n'est pas par choix, mais c'est parce qu'elles n'ont pas de logement. Alors, peut-être que le premier élément clé, c'est d'essayer de fonder les politiques publiques sur de la science plutôt que sur de l'idéologie. Donc, premier élément. Et donc, la science montre que la prohibition est un échec. Et la science, ça c'est le deuxième élément que je vais un petit peu développer, c'est-à-dire que la prohibition est un échec puisque la prohibition part du principe que sanctionner l'usage va faire baisser la consommation. Quand on compare la France, par exemple, qui est un pays prohibitionniste, on a 4 fois plus de consommateurs de cannabis qu'au Portugal, qui est un pays qui a décriminalisé l'usage de toutes les drogues, dont celui du cannabis. Donc la prohibition ne marche pas. Ça a été, les chiffres le montrent. Et la prohibition renforce les risques également. La Russie, par exemple, qui est un pays très prohibitionniste, a un taux de contamination par le VIH chez les usagers de drogue qui est extrêmement important en l'absence de politique de réduction des risques. Donc ça, le deuxième élément, la prohibition ne fonctionne pas. Et peut-être que le troisième élément qui me semble important, c'est de dire que les usagers de drogue, ce n'est pas uniquement l'autre, mais c'est également nous. Et en fait, les usagers de drogue, ça peut être aussi nos enfants, nos amis, nos parents, nos proches de manière générale, nos collègues. Et donc, je pense qu'il est très important de déstigmatiser l'usage de drogue et d'avoir un regard qui n'exclut pas les usagers de drogue, mais qui considère qu'ils font aussi partie de la même communauté que celle à laquelle nous appartenons et que si on veut améliorer la situation, il faut vraiment contribuer à l'inclusion sociale des personnes qui consomment des substances parce que les stigmatiser les éloigne du soin et c'est délétère pour elles-mêmes mais également pour la société dans son ensemble.